Rassemblant près de 400 millions de citoyens, la CEDEAO œuvre depuis plus de 50 ans au renforcement de l'intégration régionale, de la coopération économique et du développement de ses États membres. Cette nouvelle édition de CEDEAO Report, premier magazine 360 degrés, TV, digital et print, dédié à l'actualité de la région ouest-africaine, vous propose, dans le dossier « L'intégration régionale à l'œuvre des réalités économiques et commerciales », un zoom sur la baisse des prix des billets d'avion dans l'espace CEDEAO. Le portrait de Kwaku Alexis Kwasi, acteur majeur de la gouvernance de l'eau en Afrique de l'Ouest. En business consacré à Phil Tissac, leader régional de l'emballage, un entretien avec Cheikh Tidiane Gadio sur les nouvelles perspectives de coopération africaine ainsi qu'un focus, le Cap-Vert, vitrine du tourisme au sein de la CEDEAO. Bienvenue dans CEDEAO Report. Malgré une production céréalière record, l'Afrique de l'Ouest fait face à l'insécurité alimentaire. Le commerce intra-régional coûte près de 10 milliards de dollars par an selon l'Organisation de coopération et de développement économique. Elle reste sous-exploitée. Réduire les coûts d'échange est crucial pour la souveraineté économique. Depuis des décennies, l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, portée notamment par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, reste freinée par plusieurs contraintes structurelles, notamment l'instabilité politique, la sécurité et les barrières commerciales persistantes, ce qui limite également la mise en place d'un véritable marché commun. Les rencontres s'intensifient au sein de la communauté pour tenter de lever les obstacles à sa construction. À Abidjan, la CEDEAO a engagé le 27 avril 2026 une série de réunions autour de thématiques clés dont l'investissement, le commerce alimentaire et les politiques migratoires qui a pour but d'accélérer la mise en place à travers une meilleure harmonisation des cadres législatifs nationaux. Chaque année, nous organisons plusieurs conférences réunissant des experts afin d'analyser les enjeux liés aux dynamiques migratoires dans la région. Ces échanges portent notamment sur la gestion des frontières, la mobilité de la main-d'œuvre, les migrations, ainsi que les questions environnementales et climatiques. Toutefois, au-delà de ces rencontres, il est essentiel d'aller plus loin en impliquant davantage les hauts responsables afin d'assurer une meilleure articulation entre les travaux des experts et la prise de décision. Alors que la région a enregistré une production céréalière record de 80 millions de tonnes en 2025, l'Afrique de l'Ouest reste confrontée à une insécurité alimentaire persistante. Pourtant, le potentiel existe. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, le commerce alimentaire intra-régional en Afrique de l'Ouest représente déjà près de 10 milliards de dollars par an, avec des flux capables de couvrir les besoins alimentaires de dizaines de millions de personnes. Face à ces défis, la réduction des coûts du commerce régional apparaît désormais comme un enjeu de souveraineté économique. Nous devons donc veiller à ce que les mesures mises en place répondent aux besoins de ces catégories de personnes. L'une des mesures clés consiste à mettre en place des régimes commerciaux simplifiés qui permettront des procédures plus simples, moins coûteuses et plus rapides pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de faire face à la lourdeur administrative qui peut exister aux frontières. Un enjeu stratégique au moment où l'Afrique mise également sur la zone de libre-échange continentale africaine pour accélérer le commerce entre États du continent. En dépit des tensions politiques et sécuritaires, des États comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana réaffirment leur engagement en faveur de l'intégration régionale, présentée comme une responsabilité collective au service des populations. L'objectif est de fluidifier les corridors commerciaux, moderniser les infrastructures de transport, harmoniser les réglementations douanières et accélérer la digitalisation des échanges. Il s'agit d'un engagement politique de haut niveau fondé sur le travail accompli par les équipes techniques en matière de données migratoires, de gestion des frontières et de coordination. Nous en avons aujourd'hui une illustration concrète. Cette dynamique permettra à l'Afrique de l'Ouest, en tant que région, de passer des politiques à la pratique afin de garantir que les engagements pris soient effectivement mis en œuvre. Selon le Club Sahel-Afrique de l'Ouest pour l'OCDE, on note près de 10 milliards de dollars qui échapperaient aux statistiques officielles concernant le commerce en Afrique de l'Ouest. Depuis janvier 2026, les prix des billets d'avion
ont baissé jusqu'à 40% dans l'espace CEDEAO grâce à la réduction des taxes et des redevances aéroportuaires. Cette réforme vise à faciliter la mobilité, stimuler le tourisme et renforcer les échanges commerciaux. Une hausse de trafic aérien de 20 à 30% est attendue, faisant du transport aérien un levier majeur de l'intégration régionale. Depuis janvier 2026, les prix des billets d'avion ont connu une baisse significative allant jusqu'à 40% dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Cette mesure implique que tous les États membres s'engagent à éliminer les taxes qui ne sont pas directement liées au transport aérien et à appliquer une réduction de 25% sur les redevances passagers et de sécurité. Notre communauté mettra en œuvre une mesure historique visant à réduire le coût des voyages aériens en Afrique de l'Ouest. Les taxes et redevances, qui jusqu'alors représentaient jusqu'à 50% du prix final d'un billet d'avion, faisaient de l'Afrique de l'Ouest l'une des régions les plus coûteuses au monde, la laissant à la traîne face à l'Afrique du Nord qui capte près de 40% du trafic aérien continental. En vertu de cet accord, les États membres suppriment les taxes sur le transport aérien et réduisent de 25% les frais de passagers et de sécurité. Cette réforme s'inscrit également dans la dynamique du marché unique du transport aérien africain MUTA, soutenu par l'Union africaine pour renforcer la connectivité entre les pays du continent. En facilitant la mobilité des voyageurs et des opérateurs économiques, la CEDEAO espère stimuler davantage le tourisme régional, les investissements et les échanges commerciaux intra-africains. Les compagnies aériennes ouest-africaines gagneraient ainsi en compétitivité face aux grands hubs du continent. Il s'agit là d'une affirmation audacieuse de notre volonté collective de faciliter la circulation de nos populations, d'approfondir le commerce régional, de stimuler le tourisme et de renforcer les liens socio-économiques qui définissent notre communauté. Cette réforme vise à produire des effets positifs en stimulant la demande régionale avec une hausse du trafic estimée entre 20 et 30%, tout en corrigeant progressivement un déséquilibre majeur où la fiscalité représentait parfois jusqu'à la moitié du prix des billets. Le ciel ouest-africain tente ainsi à s'imposer comme un véritable levier de croissance et d'intégration régionale plutôt qu'un frein au développement. Depuis 2024, Kwaku Alexis Kwasi, ingénieur ivoirien, dirige le Centre de gestion des ressources en eau. À ce poste, il met en œuvre une stratégie régionale ambitieuse. Son objectif, faire de l'eau un moteur de stabilité, de coopération et de développement pour l'Afrique de l'Ouest. À la tête du Centre de gestion des ressources en eau de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest depuis début 2024, l'ingénieur ivoirien Kwaku Alexis Kwasi s'impose comme le nouveau chef d'orchestre d'une diplomatie environnementale cruciale pour la stabilité de la région. Diplômé de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, sa mission est titanesque, coordonner la gouvernance de 25 bassins fluviaux transfrontaliers partagés par les 15 États membres de la CEDEAO. Pour ce manager moderne, l'eau n'est plus un simple enjeu d'assainissement, mais le moteur invisible du développement économique et de la paix régionale. Aujourd'hui, la question de la gestion intégrée des ressources en eau est plus que fondamentale. Et cette gestion permet effectivement de créer le lien entre l'eau et bien d'autres domaines, notamment le domaine de l'énergie et naturellement aussi le domaine de l'alimentation. Pour concrétiser cette ambition, l'expert ivoirien mène une diplomatie offensive et assumée. Sous son impulsion, le CGRE a renforcé son influence à travers plusieurs partenariats stratégiques de haut niveau, du rapprochement technique avec le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, afin de sécuriser et valoriser le potentiel hydroélectrique régional à la signature, en février 2026, d'un accord transfrontalier majeur avec l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. D'ailleurs, cette alliance répond à une urgence continentale critique, mobiliser une partie de 40 milliards de dollars d'investissement annuel nécessaires pour apporter des solutions concrètes aux 400 millions d'Africains privés d'accès à l'eau potable. La participation du Centre de gestion des ressources en eau de la CEDEAO déjà est pour remettre le centre en contact avec les acteurs du secteur de l'énergie durable et puis mettre aussi à disposition de ces acteurs la politique régionale des ressources en eau de l'Afrique de l'Ouest qui leur demande en tant qu'acteurs de développer suffisamment d'investissements dans ce secteur, notamment en bâtissant des infrastructures de ressources en eau.
D'après l'ingénieur ivoirien Kouakou Alexis Kouassi, l'enjeu de l'horizon 2030 est immense. Inverser la tendance actuelle alors que plus de 155 millions d'habitants de la sous-région souffrent encore d'un déficit d'accès chronique à l'eau potable, ce qui engendre des pertes économiques directes pouvant atteindre 2% à 5% du PIB annuel de plusieurs pays membres. En matière donc de ressources en eau, les défis majeurs qu'il faut relever très rapidement, c'est déjà d'avoir une bonne connaissance de la ressource, donc des ressources en eau au niveau donc, de la région, notamment les ressources en eau de surface et les ressources en eau souterraines. Et donc nous travaillons avec les partenaires au développement et les partenaires techniques et financiers pour travailler sur ce point-là, pour avoir suffisamment de connaissances de toute la ressource en eau au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Selon les rapports du programme commun OMS-UNICEF, à peine 31% de la population d'Afrique subsaharienne bénéficie d'un accès géré en toute sécurité, tandis que 14% des habitants doivent consacrer plus de 30 minutes par jour à la collecte de l'eau. Essentiel pour le cacao, le café et la noix de cajou, l'entreprise Filtisac, malgré la concurrence, maintient sa compétitivité et son rôle central dans l'exportation agricole régionale, réalisant 33,5 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2024. Filtisac est l'un des principaux acteurs de l'industrie de l'emballage en Afrique de l'Ouest francophone. Créée en 1965 dans le cadre du développement des exportations ivoiriennes, elle appartient au groupe IPS ACFED, basé à Nairobi au Kenya et lié au réseau Aga Khan Development Network. Ce groupe est présent dans plus d'une dizaine de pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest, de l'Est et en Afrique centrale. Côté à la BRVM et employant environ 4400 personnes, Filtisac est installée à Abidjan. Elle joue un rôle stratégique dans les filières du cacao, du café et de la noix de cajou. La Filtisac, pour rester en vie, pour rester opérationnelle, a dû s'adapter à l'évolution du temps, a dû s'adapter à l'évolution de la technologie, tout en respectant les données environnementales. On est donc dans une entreprise qui s'est imbriquée dans la filière, qui s'est imbriquée dans les chaînes de valeur et les clusters agricoles et d'exportation pour rester un maillon important, un maillon indispensable à la productivité des exportations. Au fil des décennies, Filtisac a fortement diversifié ses activités. Elle ne se limite plus aux sacs en fibres naturelles destinés au cacao et au café, mais produit également des emballages en polypropylène, des big bags, ainsi que des contenants plastiques comme les préformes et les bouteilles P. Cette montée en gamme s'est accompagnée d'une industrialisation progressive de ses lignes de production, faisant d'elle un acteur intégré de la chaîne d'emballage. La Filtisac, du fait de sa capacité à se régénérer, a pu se donner une valeur cotable en bourse, a pu se donner une valeur de compétitivité sur les marchés, et c'est cette valeur qui lui a permis de résister au temps. Mais quand on résiste au temps, on n'est pas nécessairement obligé de maintenir des taux de production élevés, tout simplement parce qu'il y a une forte concurrence des importations de sacheries et d'emballages venant de la Chine et des pays asiatiques. Cette concurrence réduit systématiquement les marges du fait des coûts de production subventionnés par les autres exportateurs de produits d'emballage. Sur le plan économique, Filtisac reste un acteur important du marché financier régional. En 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 33,5 milliards de francs CFA avec un résultat net de 18,8 milliards de francs CFA, traduisant une forte performance malgré une baisse du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Au cours des 6 premiers mois de 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 13,4 milliards de francs CFA. Sa capitalisation boursière tourne autour de 30 à 31 milliards de francs CFA, confirmant son poids sur la BRVM. La Filtisac devient un maillon indispensable à la productivité de toutes les industries et les chaînes de production agroalimentaire du fait que
cette société a gardé la place inamovible de clé de l'exportation. Sans emballage, on ne peut pas exporter. Et on ne peut pas exporter si on n'a pas d'emballage. Donc, on est dans un étau tel que l'emballeur devient presque le maillon indispensable à la chaîne de production, le maillon indispensable à l'exportation, d'où la nécessité de réduire les coûts d'emballage pour être compétitif à la fin en termes de coûts finaux et coûts bruts. Présente dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à travers ses filiales, Filtisac joue un rôle central dans l'industrialisation régionale. L'entreprise s'appuie également sur des normes internationales de qualité, ISO, et une forte intégration dans les chaînes d'approvisionnement agricole, portée par une forte croissance démographique et une industrialisation accélérée en Afrique. Filtisac consolide sa position de leader incontournable de l'emballage au cœur des dynamiques agricoles, industrielles et financières de la sous-région. Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères et président de l'Institution des stratégies panafricaines, analyse l'avenir de la coopération régionale africaine. Cheikh Tidiane Gadio aborde les défis cruciaux de sécurité, stabilité et intégration économique et met en avant le rôle essentiel de la diplomatie africaine et des partenariats internationaux pour accélérer le développement, l'industrialisation et le transfert de technologies sur le continent. Fort de votre vaste expérience de la diplomatie et du multilatéralisme africain, comment évaluez-vous aujourd'hui l'état de la coopération régionale entre les États africains, notamment en matière de sécurité, de stabilité et d'intégration économique? La question de la sécurité régionale, la question de l'intégration et tout ça, aujourd'hui, c'est les plus grands défis de l'Afrique. Je pense que le paradigme de l'intégration africaine, tel que compris par nos dirigeants, nous a mené à l'impasse. Après 50 ans d'intégration africaine, par exemple dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, depuis la création de la CEDEAO en 1975, nous ne sommes pas plus avancés véritablement que ce qu'on devrait être en termes d'intégration, comme en Asie, quand ça a réussi, ils sont allés à 56% d'échanges interasiatiques. L'Union européenne, 76% d'échanges inter-européens. Nous, en Afrique, on parle de 16%, de 18%, etc. Ce résultat n'est pas bon. Quand je vois, moi, des leaders africains chanter les louanges et les réussites de l'intégration africaine, je dis franchement, il y a des gens qui se contentent de peu et qui n'ont pas une grande vision, une grande ambition pour l'Afrique. Si on pense que l'Afrique a un grand destin, on devrait dépasser des histoires de 16%, de 20%. 50% de nos échanges devraient être interafricains et ensuite on continue. Ce n'est pas le cas. Et là où la CEDEAO avait fait quelques progrès, vous avez vu ce qui est arrivé avec la fracture qu'il y a et la sortie de certains États. Et la CEDEAO qui est aujourd'hui agitée par des coups d'État militaires qui reviennent dans notre région. C'est-à-dire quand nos dirigeants ne peuvent pas faire face à des problèmes, au lieu de s'ouvrir aux compétences nationales de leur pays, de travailler avec l'expertise, de valoriser les femmes, de valoriser les jeunes. Au lieu de faire tout cela, ils restent dans une crise, s'enferment dans une crise. Et les militaires, qui sont supposés avoir le plus grand honneur dans chaque pays, celui de défendre son pays et son territoire. Au lieu de s'occuper de ces questions, les militaires passent à la politique et prennent le pouvoir. Et quand ils prennent le pouvoir, ils se rendent compte que le pouvoir n'est pas simple et qu'ils n'ont pas les compétences en matière de sciences politiques ou de constitutionnalisme, de gestion des institutions et tout ça. Et les militaires approfondissent la crise au lieu de la résoudre. Et donc, aujourd'hui, on a des fléaux. L'intégration africaine est en train d'être remplacée malheureusement par la désintégration africaine. Il faut arrêter cela. Comment les pays africains peuvent-ils mobiliser leur réseau diplomatique et renforcer leurs partenariats internationaux afin d'accélérer le développement durable, l'industrialisation et la transformation économique du continent? En vérité, ce que les Africains doivent faire d'abord, dans le débat Sud-Sud, dans le débat Global South, dans le débat
pour redessiner la carte géopolitique, géostratégique du monde, c'est qu'il faut que les Africains existent d'abord en tant qu'Africains. Quand nous sommes des wagons tirés par des locomotives venant d'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, etc., nous n'existons pas. Il faut que les Africains se constituent comme une entité distincte, connue et reconnue. Nous avons 1,3 milliard d'habitants, on ne peut pas les cacher. 1,3 milliard d'habitants, c'est une force, un potentiel immense et surtout composé essentiellement de jeunes. Peut-être que l'Afrique frôle le milliard de jeunes. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Mais on a tout ce qu'il faut, 40% des ressources naturelles du monde. 1 milliard de jeunes, 60% des terres arables dans le monde. On a toutes les conditions réunies, sauf le leadership. L'Afrique doit régler la question du leadership. Leadership à tous les niveaux, y compris côté État, côté dans les villes, les quartiers, côté municipal, partout. La question du leadership. Et si on a des leaders qui nous tirent vers le haut et des leaders qui se respectent suffisamment pour ne pas prétendre que le Sénégal peut s'asseoir en face de la Chine comme partenaire d'égal à égal, ce n'est pas sérieux. Le Sénégal ne peut pas. Le Cameroun ne peut pas être face à la Chine comme partenaire d'égal à égal. Par contre, imaginez l'Afrique avec un seul ministre des Affaires étrangères, porte-parole de l'Afrique, porte-voix de l'Afrique. N'importe quelle capitale du monde, France, États-Unis, Chine, partout, ce sont leurs collègues qui vont leur ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'ils vont les respecter. Parce qu'ils portent sur leur dos 1,3 milliard d'Africains, ils portent leur voix, ils portent leur poids. Et c'est ça qu'il nous faut. Global South, Sud-Sud, tout ça là, si on ne règle pas la question fondamentale de l'identité africaine, de l'entité africaine, de l'unité africaine, de l'intégration africaine, et le fait que l'Afrique ait choisisse de parler d'une seule voix, de mutualiser ses forces au plan sécuritaire pour se défendre ensemble, avoir une diplomatie commune, avoir un commerce extérieur commun, vendre les produits africains les mêmes produits, les mêmes prix. Même pétrole, gaz, on les vend au même prix. Il ne faut pas que le Cameroun dise « mon pétrole coûte tant, le Sénégal propose la moitié ». C'est ce que le président Abdoulaye Wade appelait la compétition ruineuse entre nous. C'est-à-dire ne pas avoir conscience qu'il n'y a rien de plus important pour un Africain qu'un autre Africain. C'est ça. Comment les États africains peuvent-ils mieux exploiter les partenariats internationaux afin de stimuler leur croissance économique, favoriser les investissements et accélérer le transfert de technologies? Vous savez, le développement dans tous les pays du monde commence par régler la question de l'agriculture. C'est une question de dignité et de souveraineté que de nourrir sa population. Mais les dirigeants africains et les pays africains, depuis l'indépendance, ne se gênent pas à aller acheter leur nourriture à l'extérieur. Qu'au début, ils n'aient pas tout ce qu'il faut et qu'ils achètent des compléments, etc., on peut comprendre. Mais pendant 60 ans d'indépendance, 65 ans, 50 ans, on continue d'acheter tout à l'extérieur, c'est inacceptable. Dieu a fait que l'Afrique a les meilleures terres arables du monde pour les cultures. Nous avons une main-d'œuvre agricole extraordinaire. L'Afrique pouvait non seulement atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais l'Afrique pouvait nourrir le reste du monde. Or, nous prenons le peu que nous gagnons en devises et autres pour aller acheter à manger à l'extérieur. Donc le développement commence par l'agriculture. Il faut nourrir sa population. Une population bien nourrie, on peut ensuite l'éduquer, l'éducation. Et après, on peut soigner cette population. Donc, pour moi, c'est ça le triptyque, nourrir, éduquer, soigner. Et construire les infrastructures de base. Et ensuite, bien entendu, pour que l'agriculture maintenant connaisse son niveau de modernisation et de son, qu'on appelle en anglais full potential, il faut l'industrialisation. Et l'industrialisation de l'Afrique, ça tarde et ça fait... Alors, il y a des débats comme ça où des gens disent, oui, on a trop de problèmes parce qu'on n'a pas industrialisé. Mais il faut un surplus agricole. Il faut des richesses créées pour pouvoir industrialiser l'Afrique. Les autres ne vont pas venir industrialiser. Combien de gens ont construit de grandes sociétés multinationales en Afrique? C'est leur usine. Quand ils sont fâchés, ils enlèvent les bis, les trucs, ils packent tout, ils s'en vont. Ce n'est pas notre industrialisation. Donc il faut commencer par le commencement. Nourrir, éduquer, soigner, bâtir les infrastructures, routes, autoroutes, ponts, chemins de fer. Et ensuite, bien entendu, commencer le processus d'industrialisation et ne pas rater
l'envol du numérique, de l'intelligence artificielle. Parce que ça aussi, on est des champions. La 6e édition du festival international Zorben se tiendra à Dambo, au Bénin, du 23 au 26 juillet 2026, sous le thème Héritage en mouvement. Lancé en 2021, ce rendez-vous culturel majeur est dédié à la valorisation du patrimoine culturel immatériel béninois et au dialogue avec la diaspora. Pendant 4 jours, le festival offrira une immersion entre tradition ancestrale et innovation en réunissant artistes, communautés locales et public venu de plusieurs pays, confirmant ainsi son envergure internationale. Du 30 juillet au 1er août 2026 se tiendra le Festival du tourisme et du loisir Festitour CI à Aboissau en Côte d'Ivoire. Cet événement majeur s'affirme comme une vitrine du tourisme, de la culture et des loisirs ivoiriens. L'édition 2026 proposera un grand espace dédié aux loisirs et à la découverte avec une programmation variée et attractive. Au menu, expositions, animations culturelles, activités de détente et espaces interactifs mettant en valeur les richesses touristiques du pays ainsi que les innovations du secteur. Le festival offrira également un cadre privilégié pour les échanges entre professionnels, acteurs du tourisme, créateurs de contenu et visiteurs. Le Nigeria accueillera l'Africa Kauting Expo Western Africa Edition du 15 au 17 septembre 2026 à Lagos. Pendant 3 jours, cet événement culturel majeur réunira plus de 5000 visiteurs, plus de 75 exposants et des participants venus de plus de 80 pays. Intégré aux Africa Chemical Expo, le salon mettra en avant les innovations, les enjeux de durabilité et les opportunités d'investissement dans le secteur des peintures, encre et revêtements en Afrique de l'Ouest. À travers expositions, conférences techniques et rencontres B2B, il constitue une plateforme stratégique pour les industriels, distributeurs et investisseurs souhaitant se positionner sur un marché en pleine croissance. Le Cap-Vert, avec moins de 600 000 habitants, s'affirme comme une destination touristique majeure au sein de la CEDEAO, attirant plus de 400 000 visiteurs chaque trimestre. Ce succès est en grande partie dû à l'attrait de ses plages, notamment celles de Salles et aux paysages volcaniques. Avec 4033 km² de superficie et une population de moins de 600 000 habitants, le Cap-Vert est un archipel volcanique devenu en quelques années l'un des hubs touristiques les plus attractifs d'Afrique de l'Ouest. Selon les dernières données, le pays a enregistré plus de 400 000 arrivées touristiques au dernier trimestre 2025, un record historique pour cet État insulaire, membre de la CEDEAO. À Salles et Boa Vista, les complexes hôteliers sont ouverts les uns après les autres face à l'océan Atlantique. Pour ce pays fondateur de l'organisation régionale, le tourisme représente près d'un quart du PIB national et constitue le principal moteur économique du pays. Nous pensons que le Cap-Vert est un symbole, une véritable réussite en réalité. Notre investissement dans Krapolika a obtenu d'excellents résultats. Nous sommes également enthousiastes de voir que le Cap-Vert est à l'avant-garde des énergies renouvelables dans ce domaine. Nous avons aussi investi dans le parc technologique du Cap-Vert et nous sommes impatients de le voir pleinement prendre vie. Nous croyons qu'il fera du Cap-Vert une destination incontournable pour l'économie numérique. Le Cap-Vert mise sur une stratégie claire, faire du tourisme un levier de croissance durable. Le secteur représente près de 25% du PIB national et génère des centaines de millions d'euros de revenus chaque année pour le pays. Ports modernisés, aéroports internationaux, investissements européens, développement des énergies renouvelables. Le pays veut devenir une plateforme touristique et logistique entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Et les résultats économiques suivent. Après la crise du Covid-19, la croissance capverdienne a rebondi à plus de 7% en 2024, portée principalement par la reprise du tourisme et des services. Nous avons d'autres domaines de développement qui sont très importants, comme les connexions ou le tourisme. Nous parlons notamment des transports. La richesse touristique du Cap-Vert ne repose pas que sur la beauté de ses plages ou sur l'architecture atypique de ses infrastructures. L'archipel mise aussi sur son capital culturel pour séduire les visiteurs. À Mindelo,
Sur l'île de Sao Vicente, le célèbre carnaval attire chaque année des milliers de personnes dans les rues de la ville. Un événement souvent comparé au carnaval de Rio pour ses chars géants, ses parades et son ambiance populaire. Autre rendez-vous incontournable, le festival de Bahia das Gatas. Depuis plus de 40 ans, cet événement musical rassemble artistes locaux et internationaux sur une plage à ciel ouvert au rythme de la musique capverdienne. Le festival de Gamboa se déroulant sur la plage de Gamboa sur l'île de Santiago, au cœur de la capitale Praia. Ce festival de musique réunit chaque année de nombreux artistes locaux et internationaux. Nous avons besoin de davantage d'investissements. Les groupes touristiques sont invités à investir au Cap-Vert afin que nous puissions accroître notre capacité d'accueil. Le Cap-Vert tente aujourd'hui de transformer son isolement géographique en puissance économique régionale. Entre croissance touristique, stabilité politique et défis climatiques, le Cap-Vert accueille aujourd'hui des centaines de milliers de visiteurs chaque année et ambitionne de devenir l'une des principales plateformes touristiques atlantiques du continent africain. L'archipel veut désormais s'imposer comme le visage premium du tourisme au sein de la CEDEAO. La coopération intra-africaine est essentielle à la prospérité future du continent. Merci de votre fidélité à CEDEAO Report, le premier magazine 360 degrés TV, digital et print qui promeut l'intégration et le développement de 400 millions de personnes dans la CEDEAO. Retrouvez CEDEAO Report en replay sur Africa 24, Africa 24 English, l'application MyAfrica 24 et nos réseaux sociaux.